el sueño más hermoso de mi vida se transformó de repente en mi peor pesadilla. La boda de mi hijo, aquel día sagrado que pensé nos traería felicidad, se convirtió en el inicio de un muro invisible de hielo entre mi nuera y yo. Durante años intenté comprender por qué me odiaba. Ese odio era como una cortina de niebla. Pero un día, la verdad cruel que se ocultaba tras esa cortina salió a la luz con toda su crudeza, y en ese momento probé el dolor más profundo que puede sentir una madre, el dolor de un... Je m'appelle Claire. Je n'avais qu'un fils. Il s'appelait Marc. J'avais consacré toute ma vie à lui. Lorsque mon mari est décédé jeune, je suis devenue à la fois mère et père. Le moindre désir de Marc était pour moi un ordre. J'ai travaillé jour et nuit pour qu'il fréquente les meilleures écoles, pour qu'il ait la plus belle vie possible. Et c'est ce qui arriva. Marc devint un ingénieur brillant. Pendant ses années d'université, il avait rencontré une jeune femme intelligente et belle, issue d'une famille respectée en ville. Elle s'appelait Élodie. Lorsque je fis sa connaissance, mon cœur s'envola comme un oiseau. Quelle chance j'ai, pensai-je. Mon fils a trouvé une épouse et moi, je gagne une fille. Je m'étais juré de ne jamais la distinguer de mon propre enfant. Leur mariage fut digne d'un conte de fées. Il eut lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Tout au long de la cérémonie, je souriais à tout le monde avec cette fierté indescriptible que seule une mère peut ressentir. Mais à chaque sourire, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sur le visage d'Élodie, il y avait une froideur étrange à mon égard. Assise à la table d'honneur, ses yeux ne cherchaient ni les miens, ni ceux de ma propre mère. Elle souriait uniquement à son entourage, comme si elle se glorifiait de ses vêtements luxueux et du cadre élégant. Lorsque j'essayais d'engager la conversation avec sa mère, je reçus la même froideur en retour. Ce fut à ce moment-là que je compris que je n'appartenais pas à cette famille, que je n'étais là qu'en tant que mère du marié, condamnée à rester en retrait. Au milieu de cette salle de fête, j'ai senti une douleur indicible envahir mon cœur. Après le mariage, mon fils et ma belle-fille s'installèrent dans leur nouvelle maison. Selon la coutume, j'allais leur souhaiter la bienvenue. J'avais préparé de mes mains mes brioches et mes feuilletés préférés. Marc ouvrit la porte. Un sourire heureux illuminait son visage. Mais quand Élodie me vit, son sourire se figea. Elle ne dit ni bienvenue, ni un mot aimable. Elle me lança seulement un regard glacial. « Maman, dit Marc, regarde ce que je t'ai apporté. » Élodie partit à la cuisine et revint peu après avec un petit mot à la main. On pouvait y lire « N'apportez pas d'assiette ou de couvert déjà utilisés pour des raisons d'hygiène. » À cet instant, mon cœur se brisa. Ce mot ne concernait pas mes brioches, mais moi. Recevoir une telle humiliation devant mon fils me blessa au plus profond de l'âme. Je ne savais que dire, j'avais qu'une envie, fuir en courant. À partir de ce jour, la haine d'Élodie à mon égard grandit comme une avalanche. Peu importe mes efforts de bonne volonté, elle me rabaissait chaque fois un peu plus. Chaque fois que j'appelais mon fils, elle répondait « Marc est très occupé, ne le dérange pas ». Même à la naissance de mes petits-enfants, elle refusa de me les montrer. Et le silence de Marc face à tout cela m'anéantissait encore plus. Le voir partagé entre son épouse et sa mère unique me déchirait. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi elle me haïssait tant. Je me suis accusée, j'ai cherché mes erreurs, mais je n'en ai trouvé aucune. Jusqu'au jour où la vérité éclata, cruelle et implacable, à travers une simple lettre. Et cette lettre allait bouleverser non seulement ma vie, mais aussi celle de mon fils. L'instant que j'avais attendu pendant des années arriva d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Sous ma porte,
on avait glissé une enveloppe blanche, sans nom ni adresse. Curieuse, je la pris et l'ouvris. À l'intérieur, un mince feuillet plié. L'écriture qui s'y trouvait n'était ni celle de mon fils Marc, ni celle de ma belle-fille Élodie. Un frisson glacé parcourut mon corps. « Qu'est-ce que c'est ?» me demandai-je. Mon cœur murmurait que j'étais sur le point de franchir la porte d'une vérité inconnue. Mes yeux parcouraient les lettres tremblantes et ligne après ligne, je découvrais les réponses à toutes les questions que j'avais accumulées depuis des années. La note avait été écrite par la tante d'Élodie et son contenu prouvait que toute ma vie reposait sur un mensonge. Les mots tombèrent dans ma tête comme une bombe. La famille d'Élodie avait été convaincue des pires calomnies à mon sujet. Dans cette lettre, il était écrit qu'on leur avait fait croire que j'étais une femme pauvre et sans éducation, un fardeau pour mon fils malgré sa réussite. Même la naissance de mes petits-enfants avait été entachée de mensonges. La famille d'Élodie avait fini par mépriser tout ce qui venait de chez moi et se considérait comme les sauveurs qui avaient arraché mon fils à une existence indigne. La tante d'Élodie révélait que tous ces mensonges avaient été prononcés lors d'un dîner d'affaires en présence de mon fils Marc et du père d'Élodie. À ces mots, la lettre m'échappa des mains. Des larmes roulèrent sur mes joues et tombèrent sur le papier. Je revis alors le visage de Marc lorsqu'il me disait « Maman, regarde ce que je t'apporte !» Il ne m'avait pas apporté une humiliation, mais bien un mensonge. Pire encore, il en avait été l'auteur. Pendant des années, j'avais cherché à comprendre pourquoi ma belle-fille me détestait tant. Je m'étais blâmée, j'avais cherché mes fautes. Mais la vérité, c'était que toute cette haine venait de mon propre sang, de mon propre enfant. Après la mort de son père, j'avais été à la fois mère et père pour lui. Mais lui, il m'avait perçue comme un obstacle à la vie luxueuse et brillante dont il rêvait. Sa réussite et sa carrière semblaient ternies par la présence d'une mère ordinaire comme moi. Alors, il avait inventé ces mensonges. Cette lettre ne révélait pas seulement une vérité, elle exposait aussi les sentiments réels de mon fils à mon égard. Elle contenait une part de tous mes sacrifices, de mes rêves et de son avenir. Pour moi, ce n'était pas seulement un mensonge, c'était le témoignage de la honte qu'il ressentait envers sa propre mère. Cette nuit-là, mon cœur de mère fut brisé par celui que j'aimais le plus, mais au milieu de ce cœur en morceaux, une nouvelle force naquit. Ce mensonge, cette humiliation ne pouvait plus durer. Le moment était venu d'affronter la conscience de mon fils et de ma belle-fille. J'allais transformer leur vie en cauchemar, car une telle humiliation faite à une mère, un tel mensonge, devait avoir un prix. Le lendemain matin, j'appelai Marc et lui dis quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. « Marc, il faut que nous parlions. C'est très important. Cela pourrait bouleverser ton mariage et ta vie entière. » L'expression crispée sur le visage de mon fils ne disparut pas même après avoir raccroché le téléphone. Lorsque nous nous sommes donné rendez-vous, j'ai remarqué ce tremblement étrange dans sa voix. Quand ils sont arrivés chez moi, les yeux d'Élodie étaient aussi froids et distants qu'autrefois, mais dans ceux de Marc, je pouvais lire une inquiétude et une culpabilité troublantes. Je savais ce que j'avais à dire, mais je ne savais pas par où commencer. Toutes ces années de déception, de douleur et de colère s'étaient nouées dans ma gorge comme un poing.
je posais sur la table la lettre envoyée par la tante d'Élodie. Les yeux de Marc s'écarquillèrent et son visage devint livide en voyant l'enveloppe. À cet instant, je compris qu'il voulait que cette conversation se termine le plus vite possible. Mais en moi brûlait une flamme. J'allais enfin mettre à jour ce secret sale qu'il avait caché pendant tant d'années. Cette lettre n'était pas seulement un morceau de papier, elle était pour moi comme un bouclier. J'ouvris lentement l'enveloppe et en sortis la lettre. « Marc », dis-je, la voix tremblante, presque inaudible. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi Élodie me détestait tant. Je me suis accusée moi-même, j'ai cherché mes fautes, mais en réalité toute cette haine venait de mon propre fils. Le visage de Marc pâlit encore plus. Élodie essayait de comprendre ce qui se passait. Dans cette lettre, il est écrit que tu as raconté à la famille d'Élodie des mensonges à mon sujet, poursuivis-je, les larmes coulant sur mes joues. Tu leur as dit que j'étais une femme pauvre et sans éducation, que j'étais un obstacle à ta réussite. Mais pourquoi, Marc? Pourquoi? Le silence tomba lourdement dans la pièce. La bouche d'Élodie s'ouvrit de stupeur. Marc baissa la tête. À ce moment-là, il venait d'avouer sa faute sans dire un mot. À travers mes larmes, je vis combien son ambition et sa honte étaient profondes. Pendant des années, il avait joué avec moi. Moi qui m'étais sacrifiée pour lui, qui avait remplacé son père disparu. Et lui, il m'avait sacrifié pour l'argent et le statut. Marc se mit à pleurer en silence. Il leva enfin les yeux, emplis de larmes. « Maman, murmura-t-il, d'une voix étranglée par les sanglots. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. La famille d'Élodie comptait tellement pour moi. Je voulais leur prouver ma valeur. Toute ma vie, j'ai grandi dans un quartier pauvre et sans père. Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir au monde des riches. La famille d'Élodie, ils m'ont donné cette chance. Après la mort de papa, tu m'as dit que mon seul héritage serait mon avenir. Mais à leurs yeux, je devais faire mes preuves. Pour être acceptée par eux, j'ai tout sacrifié. Pas toi, maman, mais mes mensonges. À cet instant, ma colère céda la place à une profonde tristesse. Mon fils était si fragile, si rongé par l'insécurité, qu'il put sacrifier même sa propre mère. Élodie sortit de la pièce en pleurant. Elle aussi était victime d'un mensonge. Marc, désespéré, me regardait, mais je n'avais plus rien à lui dire. Pour lui, j'avais sacrifié ma vie, ma carrière. Et lui, il m'avait sacrifié pour de l'argent. Je compris alors que le plus grand héritage laissé par son père n'était pas la richesse, mais l'honnêteté et la compassion. Et Marc avait trahi ce testament-là. Cette lettre n'était pas seulement la preuve d'un mensonge, elle était le témoignage de la honte que mon fils ressentait envers moi. Quand Élodie claqua la porte en sortant, le silence qui envahit la pièce pesait encore plus lourd que tous les mensonges que Marc venait d'avouer. Ma belle-fille était la victime d'un mensonge, mais la véritable blessure s'était ouverte dans mon cœur. Devant moi, la tête baissée, se trouvait mon fils, l'enfant pour lequel j'avais consacré toute ma vie. À ce moment-là, j'eus envie de crier, de l'accuser, de libérer toute la colère accumulée au fil des années. Mais je ne pus que murmurer intérieurement « Pourquoi ?
Pourquoi avais-tu dit ce mensonge? Pourquoi avais-tu eu honte de ta propre mère? Tous les sacrifices que j'avais faits pour lui étaient devenus, à ses yeux, un fardeau. Et cette vérité-là était la plus douloureuse. Claire, les yeux baignés des larmes, regarda son fils et prit la parole. Sa voix portait toute la douleur des années. « Marc, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai travaillé pour toi. J'ai vécu pour toi. Je t'ai toujours appris à garder la tête haute, à ne jamais dépendre de personne. Mais toi, tu as sacrifié le seul héritage que je t'ai laissé, ton honneur. Tu as piétiné la fierté d'une mère qui a élevé seule un enfant sans père. Ton père t'avait appris que la chose la plus importante dans ce monde était la sincérité. Et toi, tu as choisi le mensonge. Pourquoi ? Pourquoi ? Juste pour un statut, juste pour un nom. Or, ta plus grande richesse, c'était le lien entre toi et ta mère. Ce lien, aucun argent, aucun luxe ne pourrait jamais l'acheter. Et toi, tu as détruit cette richesse inestimable de tes propres mains. Marc leva la tête face aux paroles de sa mère, les yeux emplis de larmes. « Maman, murmura-t-il, sa voix brisée en sanglots. J'ai été un lâche. Je voulais appartenir à leur monde. J'avais peur qu'ils me méprisent. Alors je t'ai humilié, toi, la personne la plus précieuse de ma vie. À leurs yeux, tu as raison. Je suis devenue l'esclave de l'argent. Pardonne-moi, maman. » À cet instant, toute ma colère se transforma en une douleur profonde. Je voyais combien mon fils était seul, combien il était perdu. Mais cela n'effaçait pas sa faute. Mon fils, celui pour qui j'avais sacrifié ma vie et ma carrière, avait sacrifié mon honneur. Claire se leva lentement, fit quelques pas et se plaça devant lui. Sa voix était glaciale. « Marc, il n'y a aucun pardon possible pour ce que tu as fait. Élodie a été victime d'un mensonge. Mais toi, c'est toi qui as créé ce mensonge. » En tant que mère, je ne peux pas vivre avec tes mensonges. Tu n'as plus ta place dans cette maison, dans cette famille. Pars, trouve ton chemin. J'ai essayé de préserver la mémoire de ton père. Toi, tu as sali la mémoire de ton père et celle de ta mère. À ce moment-là, j'ai compris que pour moi, cette histoire était arrivée à son terme. Les larmes me brouillaient la vue. Ce n'était pas seulement un drame familial, c'était une tragédie. Le lien entre une mère et son fils venait d'être rompu. Pour moi, mon fils était mort une seconde fois. À partir de ce jour, ma vie reprit un semblant d'équilibre. La lettre de l'avocat de Marc, confirmant qu'il ne tenterait plus rien, fut le dernier signe. Ce jour-là, je n'avais pas seulement perdu un fils, j'avais aussi retrouvé ma propre vie. Je ressortais mes anciennes recettes, je faisais de nouveau mes petits pains préférés, je m'occupais des fleurs de mon jardin, et chacune me redonnait de l'espoir. Les mois qui suivirent m'apportèrent une nouvelle paix. La sérénité que je retrouvais en moi et autour de moi valait plus que tout au monde. Je pensais que tout était derrière moi et que je pouvais enfin continuer ma vie. La paix était devenue ma plus grande richesse. Mais parfois, la vie réserve des surprises. Juste au moment où l'on croit que tout est fini, une nouvelle tempête peut frapper à la porte. Un matin, le facteur m'apporta une grosse enveloppe officielle. En voyant le logo d'un cabinet d'avocats, je sentis quelque chose se briser en moi. Mon cœur se mit à battre plus vite. Pourquoi encore une lettre d'avocat ? Le cauchemar recommençait-il ? Mes mains tremblantes ouvrirent l'enveloppe.
Les premières lignes suffirent à anéantir toute ma sérénité. Cette fois, la lettre ne venait pas de Marc, mais d'un grand cabinet représentant la famille d'Élodie. Le sujet, la petite fontaine. Ils affirmaient que le terrain où elle se trouvait leur appartenait et exigeaient sa démolition immédiate par voie légale. En lisant ces mots cruels, une colère que je n'avais jamais connue s'empara de moi. Ce n'était rien d'autre qu'un plan de vengeance. La famille d'Élodie se sentait humiliée par les mensonges de Marc révélés au grand jour et par cette fontaine construite dans le quartier pauvre qu'ils méprisaient tant. Pour eux, cette fontaine était un monument de honte, exposé aux yeux de tout le village. Pour moi, elle n'était pas qu'une source d'eau, mais un hommage à l'honneur de mon père. Et maintenant, ils voulaient abattre ce monument. Ce n'était pas un simple litige foncier, c'était une nouvelle guerre, celle de l'argent et du pouvoir contre l'honneur et l'amour. Une guerre qui visait l'honneur et la dignité de toute ma famille. Je croyais avoir retrouvé la paix, mais cette lettre m'apprit que la véritable bataille ne faisait que commencer. Cette fois, mon adversaire n'était pas seulement mon fils, c'était la cruauté de l'argent et du pouvoir. Alors, une fois encore, j'appelais Maître Dupont. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Maître Dupont, une nouvelle lettre est arrivée. On dirait que la guerre n'est pas terminée. Je savais que ce nouveau combat serait encore plus rude, mais la mémoire de mon père, cette fontaine et l'espoir que je lisais dans les yeux des habitants me donnaient de la force. Pour eux, pour l'honneur de mon père, je mènerais aussi cette bataille. Cette fois, perdre n'était pas une option. Quand j'entrai dans le bureau de Maître Dupont, le dossier posé sur la table me montra à quel point nos précédents combats n'avaient été que de simples escarmouches. Le nom du cabinet inscrit sur la chemise appartenait à l'un des plus grands et puissants de la ville. Maître Dupont retira ses lunettes et les posa sur le bureau, son visage marqué par une profonde inquiétude. « Madame Claire, dit-il, cette fois la situation est bien différente. La partie adverse n'est pas la famille de Monsieur Marc, mais celle de Madame Élodie, une famille très riche et influente. Ils prétendent que le terrain où se trouve la fontaine avait été acheté jadis par votre père, mais que le titre de propriété est incomplet. Ce n'est pas seulement un litige d'héritage, c'est une guerre que l'argent et le pouvoir mènent contre les valeurs morales. » À cet instant, une nouvelle plaie s'ouvrit dans mon cœur. Une fois de plus, l'honneur de mon père était sacrifié à l'avidité de certains. Ce n'était pas un procès ordinaire, mais un plan de vengeance. La famille d'Élodie voulait effacer la honte qu'ils estimaient avoir subie, tant à cause des mensonges de Marc révélés au grand jour, que de la construction de cette petite fontaine. Pour moi, elle représentait l'honneur de mon père. Pour eux, ce n'était qu'un monument de honte. À cet instant, je me sentis épuisée. D'un côté, l'honneur de mon père, de l'autre, la cruauté de la famille d'Élodie. Je connaissais le prix de cette guerre, des frais d'avocat écrasants, une procédure interminable et, plus douloureux encore, la perte de ma tranquillité. Tout cela valait-il vraiment la peine ? Cette fontaine était-elle si importante ? Ces pensées me bouleversaient. Peut-être devrais-je abandonner, pensais-je. Mais aussitôt, l'image d'un enfant buvant à la fontaine et éclatant de rire traversa mon esprit. Alors je compris. Je ne pouvais pas renoncer. Après avoir parlé avec Maître Dupont, je me souvins d'un jour où mon père m'avait parlé de ce terrain. J'étais enfant et je jouais à côté de la parcelle quand il m'avait dit « Je donnerai ce terrain aux plus pauvres de notre quartier. » Mais les papiers sont anciens et compliqués. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce souvenir ralluma une lumière d'espoir en moi. L'intention de mon père avait toujours été que ce terrain appartienne aux pauvres. Il voulait leur léguer cette terre, et voilà que sa bonne intention devenait une arme dans les mains d'avocats. Mais moi, je savais que la volonté de mon père était réelle.
Ce procès n'était pas une simple affaire foncière, c'était le combat pour accomplir le dernier vœu d'un père. Je me tournai vers Maître Dupont. Nous n'abandonnerons pas Maître Dupont. Nous prouverons l'intention de mon père devant ce tribunal. Ce n'est pas un procès de propriété, c'est un procès d'honneur familial. Ils ont l'habitude de se battre avec l'argent et le pouvoir. Nous nous battrons avec la vérité et l'amour. Ils ignorent à quel point la volonté de mon père était pure. Mais nous le savons. Ce sera une bataille jusqu'au bout. À cet instant, je sentis une force en moi, une force héritée de mon père. Et je décidai de la défendre jusqu'au bout. En quittant le bureau de Maître Dupont, je sentis la chaleur du soleil caresser mon visage. Ce combat serait difficile et épuisant, je le savais. Mais je savais aussi que je le gagnerais, car à mes côtés se trouvait l'honneur de mon père. Cette fontaine n'était pas seulement une source d'eau, mais le symbole de l'amour et de la compassion qu'il nous avait laissé en héritage. Il pouvait tenter de détruire ce symbole, mais je savais qu'au pied de cette fontaine reposait l'espoir de tout le village. Et cet espoir, aucun avocat, aucun tribunal ne pourrait jamais l'anéantir. Ce n'était pas pour moi une simple querelle d'héritage, mais une mission: protéger la mémoire de mon père. En quittant le bureau de Maître Dupont, je savais qu'une nouvelle guerre venait de commencer. Cette fois, mon adversaire n'était pas seulement un fils avide, mais toute la cruauté de l'argent et du pouvoir. Mes journées se passaient entre des appels téléphoniques avec les avocats, des piles de documents et des termes juridiques complexes. Il y avait tellement de papiers que j'avais l'impression que toute la vie de mon père était enfermée entre ces feuilles sèches et froides. La famille d'Élodie voulait, à travers la démolition de cette petite fontaine que nous avions construite, effacer l'humiliation qu'ils avaient subie avec la révélation des mensonges de Marc. Dans ce quartier pauvre qu'ils méprisaient, cette fontaine était pour eux un monument de honte, un rappel public de leur chute morale et spirituelle. Mais pour moi, elle n'était pas qu'une source d'eau. C'était un hommage à l'honneur de mon père, et voilà qu'ils voulaient détruire ce monument de dignité. Ce n'était pas seulement un procès foncier, c'était une nouvelle guerre où l'argent affrontait l'honneur et l'amour. Une guerre qui visait l'honneur de toute ma famille. Au milieu de ce chaos juridique, la voix de mon père résonna dans ma mémoire. Des années plus tôt, en parcourant le terrain où la fontaine devait être construite, il m'avait dit « Ma fille, Claire, je donnerai ce terrain aux plus pauvres du quartier. » Mais les papiers sont anciens et compliqués. Ce qui compte, c'est l'intention. En me souvenant de ces paroles, une lumière s'alluma en moi. Oui, les papiers manquaient, mais la volonté de mon père avait toujours été que ce terrain appartienne aux pauvres. Sa bonne intention était aujourd'hui utilisée comme une arme par des avocats, mais moi, je savais qu'elle était authentique. Ce n'était pas un simple litige foncier, c'était la lutte pour accomplir le dernier vœu d'un père. Et je compris alors que le plus grand héritage qu'il m'avait laissé n'était pas un titre de propriété, mais l'histoire de ce terrain. Sur les conseils de Maître Dupont, je décidai de partir à la recherche de ce titre disparu. Dans un vieux carnet de mon père, je trouvai une note mentionnant que le document était conservé dans l'ancienne mairie de notre ville, dans un vieux coffre oublié. C'était un bâtiment abandonné depuis des années, prêt à s'effondrer.
À l'intérieur, tout n'était que poussière et ténèbres. Lentement, guidé par la description de mon père, je cherchais ce coffre. Des toiles d'araignée et des piles de papier jauni m'entouraient. Pendant un instant, j'eus envie d'abandonner, mais l'image des enfants buvant à la fontaine me revint. Alors je compris, je devais protéger cet héritage. Ce n'était pas seulement la recherche d'un titre de propriété, mais aussi le symbole de l'amour et de l'honnêteté que mon père nous avait laissé. Quand j'ouvris enfin le coffre poussiéreux, j'ai découvert un vieux papier jauni. Mon cœur battait à tout rompre. C'était le titre dont parlait mon père. Et je compris à cet instant que le plus grand héritage qu'il m'avait laissé n'était pas ce papier, mais l'histoire et la vérité qu'il représentait. Ce document était la preuve de sa droiture, de sa bonté et de son amour. Toute ma fatigue disparut. Je serrai le papier contre moi et murmurai « Papa, j'ai protégé ton héritage !» À cet instant, je sus que je gagnerais cette guerre, parce qu'à mes côtés, j'avais l'honneur de mon père et la vérité elle-même. Ce procès n'était pas un simple litige foncier. C'était la lutte pour accomplir l'intention et la droiture de mon père contre la puissance de l'argent. La famille d'Élodie essayait de salir la mémoire de mon père avec leur richesse, mais moi, je me battrais avec l'héritage le plus précieux qu'il m'avait laissé, son honnêteté. Ce vieux papier jauni sorti du coffre devint mon arme la plus puissante. Je sentis que même après sa mort, mon père continuait à me protéger. Il venait de me donner sa plus grande leçon. Le véritable héritage, ce sont les valeurs qu'aucune fortune ne peut acheter. Et moi, je défendrai cet héritage jusqu'au bout. Peu importe combien ce combat serait dur, je savais que je le gagnerais. En sortant du vieil immeuble, le papier jauni dans ma main n'était pas seulement un document, c'était la preuve du plus grand héritage que mon père m'avait laissé. Je me rendis directement au bureau de Maître Dupont. Lorsque j'ouvris la porte, l'expression d'inquiétude et de fatigue sur son visage fit place à une immense surprise. Je posai le papier poussiéreux sur son bureau. « Voilà, dis-je, l'acte de propriété de la fontaine, retrouvé grâce à une note que mon père m'avait laissée. » Maître Dupont n'en croyait pas ses yeux. Il prit la feuille, examina chaque ligne avec attention. Peu à peu, son visage s'éclaira d'un sourire victorieux. À cet instant, je compris que la droiture de mon père était invincible face à l'argent et au pouvoir. Tandis qu'il tentait de salir son honneur, lui, même après sa mort, continuait à nous protéger. Ce vieux papier n'était pas seulement un acte, c'était le symbole de son amour éternel. Maître Dupont m'expliqua que ce document prouvait que mon père l'avait volontairement conservé en lieu sûr des années auparavant. Aussitôt, un souvenir me revint. Cet acte est précieux, Claire. Je le garde pour l'avenir de notre village, m'avait-il dit. À cet instant, je compris que le véritable héritage de mon père n'était pas ce terrain, mais l'histoire et la volonté qu'il représentait. Même après sa disparition, il continuait à veiller sur moi. Je me tournai vers l'avocat. Pensez-vous que cela suffira à gagner le procès ? Son visage s'illumina. Ce n'est pas seulement suffisant, c'est notre arme la plus puissante. Cet acte prouve non seulement la propriété de votre père, mais révèle aussi la mauvaise foi de l'autre partie.
Alors qu'il prétendait que votre père avait perdu la raison, il a en réalité protégé ce document pour leur donner une leçon. Et cette leçon, ils vont la recevoir aujourd'hui. À cet instant, une force nouvelle monta en moi. C'était la force héritée de mon père, et je savais que j'allais m'y accrocher jusqu'au bout. Son plus grand héritage, c'était son intégrité. Et je défendrai cette intégrité de toutes mes forces. Peu importe combien cette bataille serait longue et éprouvante, je savais déjà que je la gagnerais, car à mes côtés, j'avais l'honneur de mon père. La fontaine n'était pas qu'une source d'eau. Elle était le symbole de l'amour et de la bonté qu'il nous avait laissé. Il voulait la détruire, mais moi je savais qu'en dessous de ces pierres coulait l'espoir de tout un village. Et cet espoir, aucun avocat, aucun tribunal ne pourrait jamais l'effacer. Ce procès n'était pas seulement une querelle d'héritage, c'était une mission sacrée, protéger la mémoire de mon père. Et moi, armé de ce papier jauni, je me battrais avec son honnêteté comme seul bouclier, car il m'avait transmis sa plus grande leçon. Le véritable héritage, ce sont des valeurs que l'argent ne pourra jamais acheter. Et cet héritage-là, je le défendrai jusqu'au bout. Après avoir retrouvé l'acte de propriété, toute peur avait disparu en moi. En me rendant à la deuxième audience, j'avais l'impression d'aller à la guerre. Mais cette fois, notre arme, c'était la vérité elle-même. Lorsque nous entrâmes dans la salle d'audience, Marc et la famille d'Élise étaient déjà installés. Leurs visages exprimaient la même arrogance, la même supériorité. Ils semblaient persuadés d'avoir déjà gagné cette bataille. Mais ils ignoraient la force que renfermait cet acte jauni que je tenais entre mes mains. Leur avocat, fidèle à lui-même, plaidait d'une voix glaciale et implacable, cherchant à prouver que mon père n'avait plus toute sa raison. Chaque mot sonnait comme un poignard dans mon cœur. Pourtant, je savais que ces paroles n'avaient aucune valeur, car à mes côtés se trouvait l'intégrité de mon père et la vérité nue. Vint notre tour. Maître Dupont, notre avocat, inspira profondément et tendit au juge l'acte jauni. À cet instant, un silence solennel envahit la salle. Le juge prit le document, parcourut chaque ligne avec attention. Peu à peu, son expression se transforma en une surprise évidente.
Je compris alors que ce papier n'était pas seulement un titre de propriété, mais aussi la plus grande leçon de mon père. Alors qu'il tentait de salir son honneur, lui, même après sa mort, continuait à nous protéger. Cet acte ancien n'était pas qu'un document légal, il était le symbole de son amour infini. Je vis le visage de la famille d'Élise changer. L'arrogance laissa place à l'inquiétude et à la peur. Pour eux, ce procès devenait plus qu'une affaire juridique. C'était une humiliation. Après avoir examiné l'acte, le juge se tourna vers l'avocat d'Élise. « Vous savez que ce document a pleine validité légale. Les accusations de vos clients n'ont plus aucun fondement face à cette preuve. » Le visage de l'avocat devint livide. Il n'avait plus rien à dire. Puis le juge se tourna vers Marc. « Monsieur Marc, le testament de votre père était une épreuve de conscience. Vous avez échoué à cette épreuve. Qu'avez-vous à répondre ?» Tous les regards se posèrent sur lui. Marc releva la tête. Il ne regarda ni son avocat, ni la famille d'Élise. Il ne regardait que nous. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni orgueil, seulement un profond regret. Et je compris alors que je m'étais moi aussi éloigné de lui. Mais cette fontaine, cet acte, venait de nous réunir à nouveau. Marc se leva lentement, s'avança vers nous et s'agenouilla. Ses yeux étaient pleins de larmes. Maman, j'ai été lâche, j'ai menti, je t'ai sacrifié. Mais toi, tu as protégé le plus grand héritage que papa m'avait laissé. Cette fontaine, cet acte, tu as fait ce que je n'ai pas su faire. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. À cet instant, toute la colère et toute la rancune en moi s'effondrèrent. Je pris mon fils dans mes bras, des larmes coulant sur mes joues. La salle d'audience n'était plus un lieu de jugement, mais le théâtre d'une renaissance. Le testament de mon père ne nous avait pas seulement réunis, il nous avait rendus famille à nouveau. Et ce jour-là, nous n'avons pas seulement gagné le procès, nous avons défendu l'honneur de mon père et prouvé au monde entier la force de son véritable héritage, l'amour, la compassion et la droiture. Marc avait compris la valeur inestimable de ce legs, et cette victoire-là valait bien plus que n'importe quel jugement. En sortant des lourdes portes glaciales du tribunal, la chaleur du soleil sur nos visages fit fondre les glaces qui pesaient en nous. À cet instant, le verdict n'avait plus d'importance, ni même les mensonges de Marc. La seule chose qui comptait, c'était que nous étions redevenus une famille. Avec ma mère, nous avons serré Marc dans nos bras, comme si ce mur de glace qui nous séparait depuis des années s'était effondré en un instant. Lui pleurait. Moi aussi, je versais toutes les larmes accumulées pendant tant d'années. Ce tribunal, pour nous, n'était plus un lieu de jugement. Il était devenu le symbole d'une renaissance.
Le testament de mon père ne nous avait pas seulement réunis, il nous avait recréés comme une famille. Et j'ai compris alors que toutes les affaires, toutes les ambitions, tous les mensonges n'étaient rien. Le véritable héritage, ce n'était pas l'argent, mais la force de l'amour et de l'honnêteté. Notre avocat, Maître Dupont, nous rejoignit. Ses yeux brillaient de larmes, mais son visage rayonnait d'une joie indescriptible. « C'était la dernière volonté de mon ami, » dit-il, « voir sa famille unie. Vous l'avez accompli. Pour moi, cela vaut plus que tous les procès. » À ce moment-là, je compris la profondeur de son amitié avec mon père. Même après sa mort, il continuait à nous protéger. Il nous montrait que le plus grand héritage qu'il nous avait laissé, c'était l'importance de la famille et de l'amour. Et j'ai compris encore une fois combien l'argent, l'avidité et les mensonges sont vides face à l'insincérité. Ce jour-là, Marc voulut tout nous avouer. « Maman, j'ai été lâche, j'ai voulu appartenir à leur monde, j'ai eu peur de leur moquerie. Alors, je t'ai rabaissé. Toi, ce que j'avais de plus précieux, tu avais raison, je suis devenue l'esclave de l'argent. Pardonne-moi, maman. » À cet instant, toute la colère et toute la rancune s'évanouirent. En pleurant, je pris mon fils dans mes bras. Ce tribunal n'était plus un lieu de condamnation, mais le théâtre d'une seconde naissance. Le testament de mon père ne nous avait pas seulement rassemblés, il avait fait de nous une famille à nouveau. Et j'ai compris alors combien les procès, l'avidité et les mensonges étaient vains. Le véritable héritage, ce n'était pas l'argent, mais la force de l'amour et de l'honnêteté. À partir de ce jour, ma relation avec Marc se reconstruisit peu à peu. Il venait nous voir souvent, passer du temps avec nous. L'ancien Marc, celui qui était sincère et droit, était revenu. Chaque visite comblait peu à peu le vide profond en moi. J'ai aussi parlé avec Élise. Elle aussi avait été victime des mensonges de Marc. Je lui ai pardonné, car je savais mieux que quiconque combien un mensonge peut détruire. Ce jour-là, en tant que mère, j'avais perdu mon fils, mais en tant que femme, je m'étais retrouvée moi-même. Pour la première fois de ma vie, je vivais pour moi, et cela m'apportait une paix indicible. J'ai compris alors que le plus grand héritage de mon père était l'amour et la droiture, et j'y suis restée fidèle jusqu'au bout. Aujourd'hui, je me tiens devant cette fontaine. Les années ont passé. Cette petite fontaine est devenue l'un des symboles les plus précieux de notre village. Les gens viennent y boire, discuter, laver le visage de leurs enfants. Elle n'est pas qu'une source d'eau, elle est le souvenir vivant de mon père. Ce conflit d'héritage m'avait épuisé, mais il m'avait aussi donné la plus grande des leçons. Le véritable héritage, ce ne sont pas les comptes en banque, mais l'amour et l'honnêteté qu'un père lègue à ses enfants. Et grâce à cela, je me sens aujourd'hui comme la personne la plus riche du monde.